Merci beaucoup Mohamed et bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravi de partager ce temps avec vous. Vous l'avez compris, Mohamed, en me présentant à, Yannick, ouais. Ouais, il n'y a plus de son, Yannick, on ne t'entend pas. bah, si. Là, c'est bon. Là, on t'entend. Bon. Voilà plus de 25 ans donc que je suis dans le monde de la formation et je suis toujours aussi passionné par toutes les innovations qui sont faites, étant donné que nous sommes dans un domaine dans lequel, au fur et à mesure que la techno avance, les possibilités s'agrandissent et pourtant les questions restent fondamentales. Que deviennent les formateurs, que deviennent les enseignants lorsqu'on utilise du digital? Et c'est là-dessus que je vais partir pour pouvoir passer ce temps pendant cette heure. Alors, quel engagement des apprenants qui vont utiliser le digital learning? Parce que la vraie question qui se pose, c'est utiliser le potentiel du digital learning, c'est fantastique, mais est-ce que ça marche? Est-ce que les apprenants sont là? Et on va voir que au travers de cette expérience que vous avez vécue, j'imagine comme beaucoup d'autres, avec la crise du Covid, le digital a été en permanence sur toutes les lèvres, puisque on a dit il n'y a plus moyen d'aller former en présentiel, donc le digital est devenu une évidence. Le point positif, c'est que ça a permis à beaucoup d'organisations, d'établissements d'enseignement supérieur, d'organismes de formation, de se lancer dans cette expérimentation. Ça a été avec une contrainte forte. Il fallait que ça bascule immédiatement et c'était pas un choix. Que vous soyez prêt ou non, il fallait y aller. Et ça représente vraiment une fantastique opportunité pour aller expérimenter, découvrir ce potentiel qui est offert par la techno. Mais voyons aussi l'autre côté de la pièce. En même temps, c'est quelque chose qui va avoir fourni beaucoup d'objections pour tous ceux qui, finalement, ne vont pas avoir fait une bonne expérience. Et ça, on va aussi s'intéresser à ça, parce que le digital, ce n'est pas magique. On voudrait que ça puisse fonctionner, que ça soit génial, et finalement, on se rend compte que ce n'est pas aussi simple. Et pour aller décrypter ça et pour essayer de vous apporter des clés de comment se servir au mieux du digital, je vais revenir aux sources de l'usage du digital. Et au départ, c'est-à-dire dans les années 90, on a parlé de FOAD, la formation ouverte et à distance. Et pourquoi est-ce qu'on est venu à parler de la FOAD dans les années 90? Pourquoi faire du distanciel? Eh bien, d'abord parce que le profil des apprenants a évolué. Avant, toutes les personnes qui étaient dans une classe sur une formation avaient à peu près le même niveau. Et ça, c'est quelque chose qui appartient au passé. Maintenant, on voit arriver dans des formations des gens qui ont des niveaux extrêmement différents et qui ont besoin qu'il y ait de l'individualisation, c'est-à-dire des choses pour certains et d'autres choses pour d'autres, avec des prérequis qui sont différents, avec des objectifs qui sont différents et aussi des styles d'apprentissage qui sont différents. L'autre raison, c'est le coût ou l'impossibilité de se déplacer. Je travaille actuellement avec un des territoires d'outre-mer qui est la Guyane, sur le bord du Brésil. Eh bien, en Guyane, beaucoup de personnes veulent continuer à faire des études alors qu'ils habitent partout au milieu de la jungle, très très éloignés de tout établissement de formation. Il n'y a pas d'autre solution, il faut pouvoir se former à distance. En France, très souvent, les coûts de déplacement et d'hôtel vont être supérieurs aux coûts de formation. Donc, pouvoir limiter ces coûts, c'est essentiel. Et aussi, le passage à l'échelle, ça veut dire pouvoir former plus de monde. Et c'est quelque chose qui est essentiel, pouvoir aller toucher les gens là où ils sont sans avoir besoin de les déplacer et sans avoir la limite de 15 personnes d'une salle de formation, 30 personnes d'une salle de classe. Alors, des promesses, il y en a eu beaucoup. Et pourtant,
On s'est rendu compte depuis 25 ans que ce que l'on a appelé après le e-learning, ça ne marchait pas, et pour des raisons qui sont vraiment très importantes. Et on va partir de ces raisons-là pour pouvoir vraiment lutter et trouver des solutions pour faire des choses qui fonctionnent. D'abord, il y a peu d'individualisation. C'est-à-dire que finalement, on se retrouve à faire un cours qui est le même pour tout le monde. Et là où on promettait d'aller donner simplement ce qui était nécessaire pour chacun, ben finalement, on se retrouve à faire ce que l'on faisait avant. C'est-à-dire, au lieu de faire la formation pour 30 personnes devant soi, on l'a fait pour 3000 qui sont en ligne, mais c'est la même formation pour tout le monde. Donc, il n'y a pas d'individualisation. Ensuite, et ça c'est très important, on part du principe avec le e-learning que les apprenants qui vont être face à leur écran vont être capables de se former tout seuls. Or, pour eux, ils le vivent dans leur très grande majorité. On dit que, et toutes les études le montrent, que 94% des apprenants décrochent d'une formation d'e-learning. Ils décrochent parce que être tout seul à se former, donc en auto-formation, ils le vivent comme de l'auto-abandon. Ce qu'ils voudraient, c'est au contraire qu'on s'intéresse à eux, et là, on les a abandonnés devant leur écran. Et pour beaucoup, se former en e-learning, eh ben, c'est vraiment très négatif. Ce qu'ils préféraient, c'est avoir un super prof avec qui ils soient très proches, avec qui ils puissent poser des questions et avoir des réponses individualisées, et non pas d'être tout seul devant leur écran. Et enfin, au total, l'usage du digital, c'est souvent vécu comme quelque chose de négatif. On est loin de la belle promesse de l'usage du digital, d'accord? Alors, comme le e-learning, ça ne marchait pas, il y a aussi une autre chose qui est arrivée et qui a fait beaucoup bouger ce que l'on va pouvoir faire ensemble. Ça s'appelle le social learning. Le social learning, c'est arrivé dans les années 2000 avec tous les outils qui permettent de travailler sur les réseaux d'entreprise et qui aussi dans le monde des universités, des écoles, ont permis d'aller communiquer en groupe. Voilà un schéma qui ramène toutes ces informations de tout ce que l'on peut faire du social learning. On va pouvoir faire du partage de connaissances, on va pouvoir faire de la collaboration, on va pouvoir faire de la créativité avec de l'idéation, on va pouvoir apporter de l'information, on va pouvoir faire de l'interconnexion entre les personnes, et ça, même dans le cadre de dispositifs qui n'étaient pas des dispositifs de formation. C'est quelque chose qui est arrivé de manière très forte avec une autre dimension qui existait un petit peu avant, qui était le knowledge management, le partage des connaissances. Ça, c'est arrivé dans les années 2000 et en 2012 sont arrivés les MOOC. Alors, j'imagine que pour beaucoup, c'est quelque chose que vous connaissez maintenant. Mais c'était quoi l'innovation des MOOC? Moi, j'ai eu la chance, en 2013, de prendre la direction éditoriale et pédagogique d'Open Classrooms, qui est maintenant vraiment le leader en Europe de la formation en ligne. Et j'ai monté les équipes pour pouvoir produire des MOOC. On en a produit plus de 130 pendant les 3 années où j'ai dirigé l'équipe pédagogique. Eh bien, les MOOC, les innovations, elles viennent de 4 choses importantes. D'abord, le M de massif. Massif parce qu'on peut former entre 500 et 100 000 apprenants. Il y a des MOOC vraiment qui ont formé, mais maintenant, sans doute des millions d'apprenants. Ça, c'est juste extraordinaire. C'est ouvert. Ouvert, ça veut dire qu'à tout moment, on peut commencer, à tout moment, on peut y aller. Il n'y a pas un semestre qui commence où il faut venir au mois de septembre ou quoi que ce soit. On peut démarrer quand on a besoin. C'est online et au départ, les MOOC, c'était gratuit, ouvert à tout le monde pour que chacun puisse apprendre à son rythme comme il le veut. Et enfin, ce sont des cours, ça veut donc dire que c'est diplômant, c'est certifiant, qu'il y a non seulement du contenu qui est apporté, mais il y a aussi des activités pédagogiques avec une dimension très importante et vraiment qui a marqué l'origine des MOOC, c'est cette notion de correction entre pairs. C'est-à-dire, on est capable d'apprendre par ce qui a été donné par les enseignants ou les formateurs, mais aussi on apprend des autres, des uns et des autres pour pouvoir faire les choses ensemble. Ça, c'est vraiment cette révolution
apportée en 2013 qui a été essentielle. Je vous ai montré des illustrations de cours que moi j'ai pu faire et de MOOC que j'ai pu produire. Et au-delà des MOOC, ce qui est arrivé ensuite en mélangeant du blended learning et des MOOC. Mais revenons sur la face cachée des MOOC, parce que si ça marchait aussi bien, ça se saurait. Et il y a eu finalement beaucoup aussi à apprendre des erreurs au sein des MOOC. D'abord, il y a peu de social learning. La dimension d'échange entre les apprenants est finalement assez faible, alors que on sait que c'est quelque chose d'essentiel. Parce qu'on a besoin d'apprendre avec et par les autres, et non pas tout seul. Le format pédagogique, c'est aussi quelque chose qui pose problème. Parce que finalement… Yannick, s'il te plaît, oui. Tu m'entends? Je pense qu'il y a un problème avec le partage d'écran parce qu'on ne voit pas l'écran là. Ah, vous ne voyez pas d'écran là? Ouais, là, je pense qu'il y a un problème. Il est figé. On a bien suivi, donc t'inquiète, mais voilà, juste, c'est les possibles de… Ouais. Ah oui, et on pose. D'accord. Reprends le partage. Ça y est, pardon. Là, on voit, mais on est sur la première slide. Oui, essayez d'aller là. Très bien. Là, j'avais dû cliquer sur quelque chose. Ouais, je pensais à le son maintenant. Okay. Vous êtes sur quelle slide? Je pense qu'il y a le son qui est coupé on aussi. Est sur le slide des MOOC. La face. Okay. Oh, bah okay. Alors ça. Ouais, donc et là, vous êtes sur. Mais par contre, la face cachée des MOOC. Oui, c'est bon. La face cachée des MOOC, oui. Bon. Oui, mais moi, j'ai perdu le fil, oui. Je pensais que c'était… Alors, on essaie de reprendre. D'abord, je le disais, peu de social learning, mais surtout un format pédagogique finalement qui est très traditionnel. Parce que là où on voulait révolutionner la formation avec les MOOC, on se rend compte que finalement, beaucoup de MOOC ont été faits avec un et à 30 ou à 100 personnes. On a un problème de son, Yannick, s'il te plaît. On a un problème de son. Je pense que le débit, vu que tu as partagé l'écran, ça réduit un peu le débit. Donc, j'arrête de partager pour l'instant alors. D'accord? Ouais, on va essayer de faire comme ça. Je pense. J'arrête de partager l'écran pour l'instant. Est-ce que c'est meilleur? C'est mieux là. On va le faire comme ça parce que c'est pas très grave. J'ai plus de choses à vous raconter qu'à vous montrer. Donc, je vais le faire comme ça. Je vous disais, peu de social learning, peu d'interaction entre les apprenants. Et aussi, un format pédagogique qui est finalement très traditionnel. C'est-à-dire quelqu'un qui vous parle et qui parle à ses élèves, au lieu qu'il y en ait 30 ou 100 dans un amphithéâtre, il y en a 5000 ou 10 000, mais finalement, c'est très descendant. Or, la promesse pédagogique, elle est ailleurs. Parce que finalement, les apprenants, ils restent extrêmement passifs. Et surtout, il y a peu d'activités pédagogiques, ou en tout cas, elles sont très peu qualitatives. Qu'est-ce que j'appelle les activités dans lesquelles on va essayer de savoir si les apprenants ont retenu quelque chose, simplement transmettre et vérifier la mémorisation pour qu'il y ait de l'apprentissage. Il faut qu'il y ait du transfert des informations pour que les apprenants en aient fait quelque chose et produisent quelque chose. C'est vraiment toute la dimension passionnante de la pédagogie qui est de transmettre du contenu et de donner les moyens de comprendre, de s'approprier et d'utiliser. Or, dans les MOOC, eh bien, il y a très peu de ces activités pédagogiques. Alors, maintenant qu'on a fait ces constats… Yannick, je me permets de t'interrompre là pour rebondir sur ce que tu as dit. Donc, déjà, je vais faire une petite synthèse en arabe de ce que tu as dit. Donc, voilà, هنا نتحدث على الجميع إن شاء الله باللغة العربية. Donc, Yannick, واش حاب يقول أنه التعليم عن بعد ما بداش من اليوم، بدا من les années 90.
كان عنده عده اوجه. بدا بالفاو دونك فورماسيون ا ديستونس اوفيرت ا توس دونك سي ان بو لو موك اللي انا نشوفوه اليوم. وبعدها ولا الحق لوين ولينا نهضروا على الاي ليرنينغ، وبعد من الاي نهضروا على الموك. مي واش حاب يقول باللي في الاخر هنا يحكي على لا فاس كاشي دي موك دونك الواجهه الخفيه تاع لي موك هادو. سي كو ميم عندنا الكونتوني كاين سير انترنت، ونقدروا نروحوا لكورسيرا الاودي اكس الفان موك، نروحوا لي بلاتفورم هادو نشوفوا لو كونتوني. بصح مازال كاين مشكل كومام في الطريقه، في المنهجيه البيداغوجيه اللي استعملوها باش يديروا هاد لي موك. باسكو اذا كان موك فيها جوست لي فيديو باش تجي تشوف فاسون ستاتيك، ما جوست رانا نشوفوا برك كش راك تشوف في تلفزيون، وما عندكش شغل ديزاكتيفيتي اكتيف سكون ابل اكتيف، صدق تخدم على مشروع، تخدم على التمارين، تخدم على حوايج هكذا، راح يكون فيه مشكل في المعلومات اللي راح نتحصلوا عليها وفي الكفاءات اللي راح نديفلوبيوها بهذه الطريقه. دونك هنا راح نسال يعني سؤال حول هذا الموضوع. Donc, Yannick, je te pose une question justement sur ce que tu as dit. Donc là, donc nous, depuis longtemps, on entend que l'IMOOC, voilà, c'est le remède miracle. On entend tous les vertus du MOOC, tous les problèmes des universités. Il suffit de créer un MOOC pour décharger l'enseignant, pour faire des choses comme ça. Et là, maintenant, tu nous dis que finalement, il y a beaucoup de MOOC qui font pas vraiment le travail comme il faut. Donc, ils sont plutôt équivalents à l'enseignement traditionnel. Pas tous les MOOC, bien évidemment, il y a certains qui sont bien conçus, il y a d'autres pas. Et donc, dans ce cas-là, je suis obligé de te poser deux questions. Donc, la première, c'est de quelle façon, quels sont les points qu'on doit considérer dans ces MOOC-là pour qu'ils soient des MOOC qui engagent les personnes, qui engagent les apprenants pour avoir le maximum d'informations derrière. Et la deuxième question, c'est que si je suis un étudiant, comment je peux faire mon choix? Donc, comment je peux aller sur EDX ou sur Coursera ou sur MyMOOC et je choisis le MOOC en étant sûr que je vais apprendre quelque chose à la fin et je ne vais pas juste perdre mon temps à regarder des vidéos. Oui. Alors, merci pour ces questions. Je vais partager juste un petit instant une image que je veux absolument que vous voyez, parce que cette image, c'est vraiment ce que je vais illustrer là tout de suite. Hop, je vous montre ça. C'est le modèle qu'on appelle SAMR. Est-ce que vous voyez l'image là? Ouais, on voit très bien. Voilà. Alors, ça, c'est quelque chose qui illustre les 4 moyens d'aller utiliser du digital dans la formation. 4 niveaux différents qui correspondent à des niveaux de maturité, à des niveaux d'intérêt aussi pour les apprenants et qu'il faut savoir utiliser. Alors, j'arrête le partage et je vous commente maintenant ces 4 choses pour être sûr que vous m'entendiez bien. Le premier, c'est si j'utilise le digital simplement pour substituer. C'est-à-dire, au lieu de faire la formation en présentiel, je fais la formation à distance, mais c'est le même cours que celui que je fais quand je suis en présentiel. Eh bien, la techno ne fait que répliquer. Il y a zéro changement dans ma manière de faire la pédagogie. L'intérêt, c'est limité, mais pourquoi pas? Parfois, ça peut être juste suffisant. Le deuxième niveau, c'est l'augmentation. L'augmentation, ça veut dire que je vais en plus utiliser, puisque j'utilise du digital, de la vidéo, du son. C'est comme on l'a fait avec l'audiovisuel, c'est-à-dire je vais faire quelque chose qui, au lieu de faire juste le cours tout seul, va me permettre en même temps d'utiliser le potentiel du son et de l'image. C'est pas mal, mais finalement, je fais toujours un cours qui est très classique et très descendant. Le troisième niveau, là où il va y avoir une vraie transformation de ma formation, c'est lorsque je vais utiliser le digital et la techno pour reconfigurer ce que je vais vous demander. Et là, on va arriver dans quelque chose d'intéressant. On est en train de travailler à distance et je vais vous demander de produire des documents. Je vais vous demander de les envoyer. Je vais vous en demander de vous faire, par exemple, aussi vous-même, par exemple, une vidéo de ce que vous avez compris. Je vais vous demander, vous aussi, d'aller produire des éléments de contenu, c'est-à-dire de faire, je vais vous demander, je vais vous proposer des activités qui vont vous rendre acteur et pas simplement passif. Là, c'est vraiment une transformation de la méthode pédagogique. Et le quatrième niveau, c'est la redéfinition. Là,
c'est parce que j'utilise tout le potentiel de la technologie que je vais vraiment créer des nouvelles tâches, des choses qui ne seraient pas possibles. Pardon? C'est des choses qui ne seraient pas possibles si vous n'aviez pas les outils techno. Ah, pourtant, voilà. Est-ce que ça passe là quand même? Ouais, ça Vous passe, ça m'entendez? passe. Alors, Oui, il y a un peu de retard, mais ça passe. bon, et là, dans cette redéfinition, eh bien, il y a une vraie transformation de la pédagogie. Parce que je vais, par exemple, demander aux apprenants de faire un document ensemble. Les élèves ne sont pas ensemble et ils sont dans plein de villes différentes, mais ils vont produire des documents ensemble. Il va y avoir du travail collaboratif. Il va donc y avoir des choses qui ne seraient pas possibles si nous n'utilisions pas les outils Internet. D'accord? Là, il y a une vraie transformation. Eh bien alors, par rapport à la question d'un MOOC, c'est évidemment quelle est la qualité de l'enseignant, mais c'est d'abord quelles sont les activités qui vont être données. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on va demander aux élèves, aux apprenants de faire. Et justement, on va y arriver. Je vais vous donner, moi, des grandes consignes et des grands critères qui permettent de choisir des parcours de formation ou alors de les produire si vous êtes enseignant. Suivant si vous êtes étudiant ou si vous êtes enseignant ou formateur, vous allez voir, je vais vous donner les bons critères, ceux que vous devez garder en tête. Alors, on y arrive, ce sont les facteurs clés. Les facteurs clés qui vont permettre de bien choisir l'idéal. Alors évidemment, l'idéal, ça n'existe pas, mais je vais vous donner les 5 grands facteurs clés. Le premier, c'est est-ce qu'il y a des modalités hybrides? Des modalités hybrides, donc en anglais le blended learning, c'est quoi? C'est d'aller choisir le meilleur du présentiel et le meilleur du digital. De ne pas aller dans ce qui se passe, par exemple, lors du Covid-19, où on a dit il y avait le présentiel, on bascule tout dans le distanciel. Non, prendre le meilleur du digital, mais se dire finalement, dans le présentiel, il y a des choses qui sont vraiment importantes. Est-ce que l'on peut garder des choses dans le présentiel? Par exemple, pour pouvoir faire des regroupements au début d'une formation, faire que les gens se connaissent, se rencontrent. Ça, c'est important. Rencontrer des intervenants qui sont exceptionnels, que l'on va mettre au contact des élèves ou au contact, même si c'est digital, pour avoir vraiment des intervenants exceptionnels. Il y a aussi faire des événements, faire qu'il y ait des moments où les gens puissent se regrouper parce que dans l'événementiel, il y a de l'émotionnel. Et apprendre, c'est quelque chose vraiment qui fait appel aussi à l'émotionnel, à la convivialité, au plaisir d'être avec les autres, parce que l'homme est un être social qui apprend avec et par les autres, non pas tout seul. C'est aussi, évidemment, par des mises en situation, des ateliers de mise en pratique, des choses qu'on ne peut pas faire en virtuel. Il y a besoin d'aller faire dans des ateliers, il y a besoin d'aller dans des labos, il y a besoin… Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas retrouver simplement dans du 100% digital. Et pourtant, avoir dans le meilleur du digital, eh bien, l'attractivité des médias, c'est-à-dire s'il y a de la vidéo, c'est de la vraie vidéo avec des reportages, c'est du son avec des podcasts, c'est le fait de pouvoir choisir ce qu'on veut apprendre au moment où on veut apprendre. Se former la nuit parce que dans la journée on travaille, c'est avoir cette liberté, c'est aussi avoir des outils qui permettent par exemple de faire de l'ancrage mémoriel. Ça, c'est quelque chose de très important. Ce sont des systèmes experts qui vont vous confronter au point que vous avez du mal à retenir. Alors que ce sont des choses importantes à retenir, eh bien, ça va venir vous reconfronter en vous renvoyant des notifications pour vous permettre de
enfin mémoriser de manière durable ce que vous avez à retenir, alors qu'autrement, au bout d'un mois, on a déjà oublié 80% des choses que l'on a appris. Donc ça, c'est aussi la puissance du digital qui va vous le permettre. Est-ce que ça, c'est clair? Deuxième point. Très bien. Yannick, Ouais. très bien. J'essaye de partager ta présentation. Donc, j'essaye de partager mon écran, comme ça, tu peux voir la présentation. On va voir si ça fonctionne comme ça. Génial. Oui, ça c'est peut-être plus facile. Screen share. Voilà. Donc là, il est partagé. Et on est sur le slide 14. Voilà. Voilà. Sur maintenant, la pédagogie par projet, c'est ça? C'est quelque chose de très important. Oui, tout à fait. C'est le deuxième critère vraiment important. C'est que apprendre, ce n'est pas simplement regarder. On nous parle souvent, et là, je vous donne un truc, là, un tips. Lorsque si vous cherchez une formation, et si une plateforme de formation essaye de vous vendre le fait qu'ils sont les Netflix de la formation, fuyez, fuyez. Parce qu'il n'y a aucun rapport entre aller regarder un film ou une série ou se former. Quand on regarde un film ou une série, on est spectateur. Lorsqu'on est dans de la formation, on est acteur de sa formation. D'accord? Quand on est en train de regarder une série, on va pouvoir zapper, choisir ce que l'on veut. Alors, dire que une plateforme de formation, c'est un Netflix, ça veut dire, on va vous dire qu'il vous suffit d'être dans votre canapé pour regarder les choses et pour apprendre. Ça ne marche pas. Apprendre, c'est faire quelque chose avec ce que l'on apprend. C'est de la pédagogie par projet, le learning by doing. Ça veut donc dire que les enseignants qui ont fait la formation ont prévu des activités pour vous permettre d'apprendre en faisant. Ça veut donc dire que dès le départ, on vous dit à la fin de cette activité, à la fin de cette séquence, voilà ce que vous allez savoir faire, voilà ce qu'on va vous aider à faire. Et voilà les ressources qu'on met à disposition. Ces ressources, ça peut être des vidéos, ça peut être du PDF, ça peut être des podcasts, ça peut être plein de choses diverses et variées pour vous faire plaisir, pour attirer votre attention, à condition que vous en fassiez quelque chose. Si vous n'en faisiez pas quelque chose, ça serait totalement passif. Et là, il ne se passerait rien en termes d'apprentissage. Je rebondis. Vas-y. Je rebondis sur ça. Non, je te laisse finir ce que tu as appris. Vas-y, vas-y. Ouais. Le troisième truc, le troisième critère fondamental, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, les apprenants ont besoin d'apprendre, sinon ils décrochent, ils n'aboutissent pas. C'est un taux vraiment fou pour les MOOC, les gens décrochent vraiment beaucoup. Eh bien, ce que les apprenants attendent, c'est d'être accompagnés. Et là, moi, je vais mettre ça sous le terme de social learning et de mentorat. Et là, pour pouvoir faire ça, eh bien, il y a plein de niveaux de mentorat possibles. D'abord, apprendre avec les autres, c'est apprendre avec ses pairs. Ses pairs, ce sont les autres personnes qui apprennent. Si l'enseignant a fait des activités dans lesquelles vous allez pouvoir partager ce que vous apprenez, voire réaliser les choses ensemble, ou le faire corriger par les autres, c'est ce qu'on va appeler la correction par les pairs, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous apprenez beaucoup plus vite et que ça vous intéresse d'apprendre avec les autres personnes qui font la même formation que vous. C'est aussi le fait de pouvoir évidemment échanger avec des forums. Et la chose la plus importante et la plus utile, c'est le fait de pouvoir bénéficier d'un mentorat. Le mentorat, c'est si vous avez quelqu'un qui est avec un rôle d'enseignant et qui va, de manière très régulière, vous appeler ou chatter avec vous ou faire un webinaire avec vous pour que vous puissiez lui poser des questions, qui va s'intéresser à votre manière d'apprendre et aux difficultés que vous avez. Ça, c'est ce qui va donner le maximum de qualité à la formation que vous allez suivre. Parce que
tous les chiffres le montrent, s'il y a du mentorat dans une formation, c'est 80 ou 90% des personnes qui vont aller jusqu'au bout de la formation. Très bien. Donc, cette dimension d'animation de la communauté pour que ça échange, pour que les gens apprennent ensemble, c'est le critère le plus important que vous avez pour choisir une formation, pour aller jusqu'au bout et être sûr de bien vous former. Ça, c'est essentiel. OK? Alors, quatrième critère important, et pour vous, j'imagine que ça va vous parler aussi parce que avoir des contenus de formation qui soient… Il y a un problème de son. Nécessite partout d'avoir une très, très bonne connexion. Eh bien, c'est pas possible. Il y a un problème de son. Aller se former en bloquant des heures et des heures. Ça va, ça vient. Ouais, bon. Ça va, c'est bien. Ouais, si tu veux me laisser, je vais essayer de rebondir sur ça avant et après, comme ça, peut-être ça va s'améliorer un peu. دونك نحاول نترجم شويه بالعربيه. دونك واش قال يعني هو انه باش نحصلوا على احسن نتائج من لي فورماسيون ا ديستونس هادو لازم يكون فيها لاكتيفيتيز، ما لازم يكون فيها النشاط، لازم يكون فيها الاعمال اللي يديروها الطلبه والمتعلمين. مليح الصون زبير. كلاس اوكي نكمل دونك باسكو نكمل الترجمه هذه يعني واش تسمع فينا نبعث له rien qui bouge chez moi. تقدر تبعث له شات مثلا ولا خلينا نبعث وي سي روح ابعث له قول له بلي ان بروبليم دو سون جو لو بوندي سور سكيل هادي. دونك فوالا نكمل واش لو طون اللي يعني تسقم لنا تحسن الانترنت تاعو. باش تعرفوا بلي الانترنت من فرنسا عندكم شي مليحه ماشي زعما غير في الجزائر ضروري نشكيو من الانترنت باش نتفاهموا درك. دونك المشكل دوك انا واش كان يحكي لك على لي موداليتي اسمها الطرق اللي نقدروا بهم نحسنوا نوعيه اسكو سا مارش نوعيه فورماسيون ا ديستونس. ومن هذه الطرق قسمهم الى 4. كاين لابونتيساج هيبريد، يعني اوليو الطلبه يكونوا يتبعوا الفورماسيون تاعهم بصفه كامله عبر الانترنت افيك دي فيديو كيما لي موك باسيف، لازم يكون فيها لابونتيساج هيبريد. ما يقدر يكون فيها شويه فورماسيون ا ديستونس اون لين، مي لازم اوسي يكون فيه بعض الحصص يعني في القسم في المدرسه ولا في يقدر يكون ما في تظاهرات، ماشي لازم دائما داخل القسم. هذا سكون ابل لابونتيساج هيبريد او البلاند ليرنينغ. النقطه الثانيه تحدث على بيداغوجي باغ بروجي، يعني باش نتحصلوا على احسن نتائج. احسن حاجه هي انه نخليو المتعلمين يخدموا على عفايس ملموسه، يخدموا على حوايج ملموسه. يخدم على مشروع نعطيه نقول هاك روح اخدم سيت ويب هذاك، هاك روح دير بحث على هذا الموضوع، اسم يكون فيها. وباش نزيدوا نحصلوا اونكور على نتائج احسن، نميلونجيو هذا لا بيداغوجي باغ بروجي، نزيدوا لها سكي لابيل سوشيال ليرنينغ، ستادير نخدموا اون جروب ماشي وحدي. نقدر وحدي نروح ندير البحث، بصح كون نخدم ندير البحث مع واحد معايا ولا في مجموعه راح نتحصلوا على نتائج اكثر. والنقطه الاخيره هي الادابتيف ليرنينغ. جلس يعني تيرميني sur l'adaptive learning et après نوليو ليها ان شاء الله. Oui. Tu peux revenir sur l'adaptive learning. Et s'il y a le moindre problème, j'arrêterai la vidéo de moi pour avoir le son, parce que le plus important, c'est le son. Si en plus on peut mettre l'écran. Ouais, il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème de son. Je vais faire ça pour l'instant. Oui, c'est mieux, je pense. Très bien, comme ça, c'est très bien. Oui. J'essaye ça, on va voir. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est que les contenus soient granularisés pour ne pas avoir besoin de se bloquer pendant des heures de formation, mais qu'on puisse aller choisir ce dont
on a besoin. Si on n'a qu'un quart d'heure, parce qu'on est dans les transports, eh bien, on utilise le quart d'heure. Donc, ce sont des grains que l'on va pouvoir utiliser, avec des parcours de formation qui sont individualisés. Donc, on va pouvoir faire et qui sont propres à ces objectifs. Ensuite, c'est le fait de pouvoir utiliser l'apport des neurosciences. L'adaptive learning, c'est tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure pour pouvoir faire de l'ancrage mémoriel et qui va pouvoir augmenter l'efficacité de ce que l'on apprend. Et enfin, c'est le fait de pouvoir aller se former aussi bien sur son ordinateur que sur son smartphone, que sur sa tablette, et de pouvoir commencer sur l'un, continuer sur l'autre sans problème. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Quatrième critère, c'est de la formation en termes de blocs de compétences, en termes de parcours, en termes de marques ou en termes de diplômes. Les diplômes, ça peut être des crédits universitaires, ça peut être un diplôme reconnu. Tout ça, c'est des choses importantes. Est-ce que la plateforme de cours que l'on suit nous donne l'accès à cette reconnaissance? Parce que c'est ce que vous allez mettre sur votre CV, c'est ce qui va donner la valeur à la formation que vous suivez. Donc ça, c'est vraiment aussi très important. Ensuite, si on veut voir quels sont les autres outils qui peuvent être utiles, les autres Yannick, je te pose une question ici sur le tendances dans ce que l'on peut utiliser dans le digital. Eh bien, il y a plusieurs choses. Une chose sur laquelle je vais passer rapidement, c'est tout ce que l'on appelle la gamification, c'est-à-dire rendre ludique le fait de se former, avec par exemple des badges qui au fur et à mesure montrent ce que l'on a fait, des challenges entre apprenants pour leur permettre de se faire des concours pour savoir qui aura le plus de réussite. Ah, tu me l'as écrite? Ouais, d'accord. Alors, non, Mohamed, je pensais que tu me posais une question. Oui, j'allais poser une question. Bon. Je pensais à un retard. Il y a un retard. Alors. Ouais, je ne sais pas comment faire. Zoubir, qu'est-ce qu'on fait là? On ne peut pas enlever le retard là. Il n'y a pas moyen. هو وشو يصير فيه retard بزاف. Ok. Bon, alors, je vais stop. J'arrête le partage. Hop. Alors, je continue. L'autre élément, ce sont les serious games. Serious games qui sont utilisés dans le monde de la formation professionnelle pour faire des simulations. On en parle souvent pour les soft skills, sur les manières de se comporter. On va en parler tout à l'heure. Et les virtuels, la VR, qui va permettre d'aller faire travailler des apprenants sur des mises en situation par rapport à des compétences techniques, des hard skills et des compétences comportementales de manière très précise. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est quelque chose qui a énormément de potentiel, mais qui nécessite quand même des moyens, des investissements en termes de matériel qui sont peut-être un petit peu, pour l'instant, trop en avance. Les points sur lesquels je vais revenir maintenant avec vous, c'est quelque chose de très important sur les compétences et l'employabilité. Je veux insister sur une chose, longtemps, les compétences, lorsque l'on se formait, les compétences avaient une durée de vie qui était de
20, 30 ans. Plus on était avec de l'expérience dans son métier, plus on avait des compétences. Et aujourd'hui, ces compétences, la durée de vie d'une compétence, elle est en moyenne entre 3 mois et 3 ans. Ça veut donc dire qu'il faut en permanence renouveler ses compétences. On passe d'une gestion de stock de ces compétences que l'on stockait avant à une gestion de flux de ces compétences qui arrive au fur et à mesure. Ça veut donc dire que se former tout au long de sa vie, c'est quelque chose d'essentiel. Ça, c'est super important. Avec les 3 termes que vous connaissez bien, les hard skills, les soft skills et le 3e que vous connaissez peut-être moins bien, les smart skills. Les hard skills, ce sont les compétences techniques, celles qui permettent de faire quelque chose. C'est absolument nécessaire pour avoir un métier, mais ce n'est pas suffisant. Parce que quelqu'un qui est embauché, qui a des vraies compétences techniques, mais qui par contre n'a absolument aucune compétence comportementale, relationnelle, sociale, eh bien, son employeur va lui dire au bout d'un mois, et ça va, tu t'intègres pas dans l'équipe, tu ne respectes pas les valeurs de l'entreprise, eh bien, je ne te garde pas. Donc, ces soft skills, ces compétences comportementales, elles sont essentielles. Et plutôt que de parler de soft skills, moi, je parle de smart skills, c'est-à-dire ces compétences transversales qui sont fondamentales et sur lesquelles je vais revenir dans un instant maintenant. Parce que ces smart skills, ce sont les compétences clés que l'OCDE, donc l'Europe, a déterminées comme étant absolument clés pour pouvoir trouver du travail. On n'est pas capable de dire quels seront les métiers dans 5 ans ou dans 10 ans. Par contre, on est capable de dire quelles sont les compétences qui seront nécessaires pour avoir ces jobs dans 5 ans ou dans 10 ans. Ces compétences, c'est d'abord la créativité, c'est ensuite la communication, la coopération, l'esprit critique. C'est fondamental de développer ces compétences clés. Et moi, je rajoute 2 compétences qui sont l'apprenance, c'est-à-dire la capacité à apprendre, et la résilience. La résilience, c'est la capacité à pouvoir apprendre et dépasser un échec. J'ai fait quelque chose, j'ai pas réussi, eh bien, au lieu d'être plombé, je vais malgré tout, de cet échec-là, réussir à trouver la force pour pouvoir y en tirer l'expérience, pour pouvoir mieux réussir demain. Pourquoi je vous parle des smart skills? Eh bien, parce que apprendre, on l'a dit, donc être formé dans des compétences techniques, si on n'est pas en même temps formé sur ces compétences transversales, eh bien, on ne va pas trouver de job. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enseignants, les formateurs, lorsqu'ils font une formation, ils doivent non seulement former sur le contenu technique de la formation, mais ils doivent en même temps utiliser dans l'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire dans les activités pédagogiques que l'on va proposer aux apprenants, ils doivent aller solliciter ces compétences en termes de créativité, de communication, de coopération, d'esprit critique. Ça veut donc dire que la manière dont on va apprendre ces compétences techniques va déterminer la capacité à développer ces compétences de créativité, de communication, de coopération, d'esprit critique. Ça doit s'apprendre en même temps. Et la qualité d'une formation, elle va venir justement du fait qu'en même temps, vous formez à quelque chose de technique, en même temps, vous développez votre créativité, votre communication, votre coopération et votre esprit critique. C'est essentiel. Ça doit s'apprendre en même temps et c'est vraiment le métier de l'enseignant, du formateur, lorsqu'il conçoit sa formation, de savoir mettre ça en œuvre en même temps. C'est vraiment fondamental. Et voilà pourquoi Yannick, est-ce que tu m'entends là, Yannick? Oui.
Ah, très bien, donc il n'y avait pas de retard. Donc je vais poser ma question maintenant. Donc je t'avais préparé une ou deux questions. Donc déjà, tu as parlé des quatre composantes donc on peut mettre en place pour améliorer un peu les résultats d'apprentissage, qui sont l'apprentissage hybride, la pédagogie par projet, le social learning et l'adaptive learning. Donc, ces façons-là, plus que tu as évoqué plus tard, donc tu as parlé de tout ce qui est gamification et tout. Donc, est-ce que ces modalités-là, donc est-ce qu'elles s'adaptent à tous les domaines d'enseignement, peu importe si on est dans les sciences littéraires ou dans l'informatique ou dans n'importe quel domaine? Et si ça s'applique ou ça s'applique pas, donc est-ce qu'il est recommandé de mixer plusieurs modalités pédagogiques pour arriver au bout à un fonctionnement qui donne les meilleurs résultats, ou bien de préférence, on se limite, par exemple, si on prend la pédagogie par projet, on la prend telle qu'elle est et on la mélange pas avec l'adaptive learning ou on n'introduit pas de gamification dedans. Donc, c'est quoi ta vision par rapport à Ouais. ça? Alors, de manière très réaliste, ce qui est le plus important, c'est de faire ce qui est à portée de la main. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'aller faire de l'adaptive learning au départ, ce qui peut nécessiter des moyens techniques. Il n'y a pas besoin d'aller dans des choses qui soient compliquées. Par contre, faire une pédagogie active en faisant des groupes, en permettant que ce soit dans du littéraire, du scientifique, du technique, c'est possible. C'est mettre les jeunes à travailler ensemble, mettre les apprenants à apprendre par petits groupes pour qu'ils produisent des choses. En leur disant, mais voilà, regardez, là, il y a des ressources, il y a des livres, il y a Internet, allez chercher les informations. Par contre, dans une heure, dans une semaine, vous allez produire un document, vous allez faire des choses ensemble et que vous allez présenter aux autres et qui seront peut-être corrigés aussi par les autres parce qu'ils vont donner leur avis. Parce que moi, je vais vous accompagner dans votre manière d'apprendre. Et là, on arrive bien à ce slide que tu viens de mettre. C'est la fin du formateur qui est transmetteur de savoir, mais c'est le formateur qui construit sa formation et qui accompagne. C'est vraiment fondamental. Ça, c'est donné, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Et en disant, voilà, il y a des choses, il faut qu'on se retrouve en physique. Et il y a des, on est en présentiel. Il y a des choses que vous allez pouvoir faire de chez vous. C'est-à-dire que mettre de l'hybride, mettre de la pédagogie par projet, ça, c'est possible pour tout le monde. Mettre de l'accompagnement, et là, beaucoup d'enseignants l'ont fait là, avec le Covid, y compris par téléphone, y compris par WhatsApp. Il n'y a pas besoin d'aller sur une plateforme qui gère tout ça. Vous pouvez le faire avec des outils très simples que vous avez déjà dans vos mains. Donc, tout ça, c'est possible de le faire. Il ne faut pas aller viser des grandes plateformes, des choses très chères qui demandent des investissements. Non, non, c'est possible de faire de manière frugale. Et on l'a mis dans le slide, ça ouvre plein de nouveaux métiers dans les métiers de l'enseignement. Parce que c'est plus simplement l'expert d'un domaine qui transmet quelque chose. Les nouveaux métiers, c'est cette possibilité maintenant d'aller concevoir. Donc, c'est un e-formateur, un e-scénariste. Accompagner, c'est le mentor. Animer les communautés, c'est le community manager. Tout ça, ce sont des nouveaux métiers qui vont être de plus en plus importants dans des dispositifs de formation qui utilisent le digital, mais qui ne soient pas que du digital. Et là, je conclus avec ce dernier slide qui est ce qui est essentiel, c'est de pouvoir former plus de monde avec la possibilité de former loin des établissements, de toucher des gens qui sont divers et variés et surtout la force d'un établissement, la force d'une école, d'université, c'est de savoir proposer de l'accompagnement et des services d'accompagnement et plus simplement de vendre des savoirs. On peut plus vendre simplement le fait qu'on a des super profs qui sont des grands experts. C'est comment est-ce que l'on met ça en pratique, comment est-ce que l'on accompagne, quelle ingénierie on a mis en place pour tous les étudiants et les apprenants. C'est là que va être la valeur des établissements.